Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons France Jamais. Bonjour. Trois fois bonjour. Pourquoi? Je sais pas. Bon, J'attends que vous en placiez une. France Jamais qu'on ne présente plus à Montpellier. Si, quand même. Vous voulez que je vous présente Alors, alors? présentez-moi. Bon, alors, Rassemblement National, Européenne Convaincue. C'est du deuxième, troisième, quatrième degré? Ben non, mais vous êtes européenne et vous vous représentez à la mandature ça, pour oui. l'Europe. Bien vu, oui. Non? Oui, tout à On fait. peut dire ça oui, comme oui, ça? Oui. Et c'est sûrement, en tout cas, oui, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est parce qu'on aime l'Europe qu'on a envie de se battre et d'en faire quelque chose de différent. D'accord, vous allez me parler de ça tout à l'heure. 58 ans, 20e sur la liste. Ouais. Alors, députée européenne plus conseillère régionale. Député français au Parlement européen. Oui, d'accord. Oui. C'est pas la même chose. Il y a quelques-uns de mes confrères qui se disent d'abord européens et ensuite français. Moi, je suis d'abord française et ensuite européenne. Donc le parti, son parti, est en pole position. Pour l'instant, oui. Donc en 2014 avec presque 25%. Et à Montpellier, 18% aux européennes. Premier parti. Premier parti au niveau national et premier parti, je crois. Bon, est tombé dans la marmite politique un peu grâce à son père, qui était un fidèle lieutenant. Grâce ou à cause, hein, je sais pas. Hein. À cause, grâce, ce que vous voulez. Hein, de son père, donc, qui était un fidèle lieutenant de Jean-Marie. Papa a créé la première fédération du Front National dans l'Hérault. Voilà, donc dans la politique depuis 72, présenté en 81, élu en 98. Vous avez mis le temps hein, pour être élu. Oui, enfin, il n'y a pas que moi. D'abord, en 81, j'étais la dernière de la liste des municipales, puisqu'il fallait donc terminer la liste. Et ensuite, c'est vrai que je n'ai pas cessé de me présenter un petit peu dans l'anonymat, hein, personne ne m'a remarqué. Personne ne voulait dans les cantons, dans les hauts cantons, etc. Oui, voilà, du temps où il fallait trouver des bonnes volontés pour y aller. Vous avez fait comme Jean-Pierre Grand, vous avez commencé dans les hauts cantons? Oh, il a commencé quand même à un autre niveau que moi. On a commencé à traverser le désert, nous. On a mangé notre pain noir avant notre pain blanc. Ça vous fait plaisir que je vous compare à Jean-Pierre Grand? Non, je n'en ai cure. Je ne suis pas sûr qu'en plus on puisse vraiment faire un parallèle entre son cursus et le mien. Vous avez tous les deux commencé dans les hauts cantons. Oui, mais je veux dire, bon. Mais en tout cas, on pourra me reconnaître une chose, c'est que j'ai commencé sur une ligne et je n'ai jamais dérogé. Bon, France, donc pour le Rassemblement National, c'est un nom qui est bien nommé, non? Il ne l'a pas donné par hasard, ce prénom. Donc France aime les balades en montagne, les animaux, le piano, le tricot. Mais plein de la choses, musique classique, la lecture et les textes de Grand Corps les Malade. films. Voilà. Non, oui, parce que vous me demandez qu'est-ce que j'aime, sinon vous n'avez pas le rap. Je lui dis, mais j'aime bien les textes de Grand Corps Malade, j'aime bien sa personnalité. Qualité contemplative, tenace, j'aime la courageuse. variété, j'aime chanter, j'aime les soirées, Vous me laissez parler? Vous me laissez parler? J'aime les repas. Quoi? Vous me demandez ce que j'aime? Je vais vous faire la liste, elle n'est pas exhaustive. Qualité contemplative, tenace et courageuse, défaut têtue et rouspecteuse. Ça doit être vrai. Bon, on va commencer par le prochain numéro du journal, donc le 836. Le titre, c'est « Tonton Flingueur dans la brigade ». Ça vous inspire? Je ne sais pas. Un fonctionnaire de police, un des meilleurs films français. Un fonctionnaire de la police de la sécurité départementale de l'Hérault porte plainte contre sa hiérarchie. On voit tout aujourd'hui. Je crois dans la police municipale ou nationale, enfin en tout cas peu importe, hein, je crois qu'au regard des difficultés, du manque de respect et des conditions dans lesquelles la police travaille aujourd'hui, je crois qu'il y a sûrement effectivement beaucoup de causes de mécontentement. D'accord. Il y a une femme un officier de police qui s'est suicidé encore dernièrement. Oui. C'est terrible et c'est pas la seule. Il y a un bilan qui est quand même dramatique, catastrophique et qui devrait quand même être pris en considération à un moment ou à un autre. Quand même, c'est assez urgent par le gouvernement. Ensuite, on revient sur Macron en marche vers les élus et les territoires. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Que Macron revienne vers les élus et les territoires, après s'en être éloigné?
Non, il n'a pas fait que les éloigner, il les a totalement ignorés. Je ne suis pas sûr que sa démarche non plus soit sincère. Et depuis 6 mois, avec tout ce qu'on voit, les actes 6, 26, etc., tous les samedis, je ne crois pas qu'il se soit vraiment rapproché ni des réalités, ni des préoccupations des Français, hein. En tout cas, c'est un bon exercice pour ne pas parler des Européennes. Bon, et ensuite, donc, on revient sur Anne Brissot, qui a éloigné notre cher Joseph Francis, donc qui est boosté en ce moment, et qui devient centrale au centre. Ça vous inspire? J'ai siégé un petit peu avec elle au conseil municipal, je sais qu'elle a des qualités, je sais aussi elle a de la ténacité. Voilà, donc France, on va commencer l'entretien là, par l'actualité. Christophe Duroux a pris les rênes du Rassemblement national à Montpellier. Oui. Enfin, On peut dire ça comme ça? Oui, on est en pleine campagne, on est en train un petit peu de réorganiser. Et c'est vrai qu'il manquait vraiment quelqu'un qui, sur Montpellier, puisse un petit peu gérer les moyens, les forces militantes et organiser un petit peu le militantisme sur la ville. C'est ce qu'on a annoncé là il y a quelques semaines. Vous Ça a avez vu été, passer ça? J'ai fait la réunion avec lui pour justement le présenter et aussi lancer un petit peu les européennes, puisqu'il s'agit aussi de motiver les gens pour qu'ils s'intéressent et qu'ils fassent savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Europe et pourquoi il faut se mobiliser pour voter. La semaine suivante, le général Gobert a déclaré que c'était lui le candidat naturel pour l'Assemblée nationale à Montpellier. Ah bah dites donc, avec vos questions, on va avancer, j'en étais sûre. Oui, le général Gobert postule, mais il y en aura bien d'autres. Oui, de toute manière, tout ça passera ensuite en commission d'investiture. Mais je ne crois pas qu'il y ait forcément de candidats naturels. Je crois que ce sont ces mots. Par contre, puisque je lis votre journal, je crois que je vous ai entendu lu, vous avez dit qu'on était prioritaire. C'est pas vraiment ce que j'ai pu dire. Les élus doivent impérativement et prioritairement se présenter sur leur territoire parce qu'ils ont une responsabilité de représentation et qu'il faut aller mouiller le maillot. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Parce que donc il a été quand même assez sec, le général Gobert. Je suppose que ça va être les manières de l'armée. D'accord. Ce qu'il a dit... je ne vais pas critiquer là-dessus, je ne crois pas que je fasse moi non plus dans la douceur. Parce qu'il dit, c'est pas parce qu'on a trouvé quelqu'un qui va coller quelques tracts, un gars sorti du chapeau, à cause d'une permanence qui a fermé, qu'il faut oublier les vieux grognards. Oui. Vous validez? Non, mais ça, ce sont ses propos, il dit ce qu'il veut, puis vous recueillez ce que vous voulez bien recueillir, et puis vous interprétez comme vous voulez bien l'interpréter. Je sais pas, je m'en suis pas entretenu avec lui. Voilà, il a des ambitions, il fera sûrement partie en tout cas j'espère, de la liste sur Montpellier. Enfin, il a été un peu vexé quand même, il a été un peu vexé, vous l'accorderez. Oh, peut-être, oui, enfin, bon, ça passera très vite, nous avons d'autres préoccupations, je crois que sur Montpellier et sur l'Europe, parce qu'à un moment on en reparlera, il y a quand même des problématiques qui sont quand même autrement plus préoccupantes que... Bon, la tête de liste du premier parti à Montpellier, c'est où, quand, comment? La tête de liste du premier parti à Montpellier. Pour les municipales. Ah, mais vous avez un an d'avance, hein? Oui, non, mais enfin, regardez, ils commencent tous à affûter. Non, moi je suis sur les européennes. Oui, mais bon... Moi, non, je mets un pied... Attends, mais on va revenir sur les européennes. Là, on clôt le dossier municipal. Déjà, on vient de connaître les listes pour les européennes. On commence une campagne européenne. Et puis, vous démarrez tout de go sur les municipales. Je ne détourne pas c'est pas que je refuse de poser la question, mais rien n'est fait encore. Il y a des velléités, il y a des personnalités. C'est quand? Quel est le programme? Là, je pense que d'ici novembre-décembre, normalement, on doit tous avoir des têtes de liste et commencer à recueillir des... Donc pas avant novembre pour la tête de liste. En tout cas, au front, au rassemblement, nous sommes en train de nous organiser à travers la France, à travers la région et le département, pour présenter un maximum de listes dans un maximum de communes, et Montpellier aussi, bien sûr, on fera partie. Je suppose que ça émergera effectivement d'ici la fin de l'année. Il faut d'abord trouver une tête de liste, il faut monter une liste, il faut un programme aussi, voilà. Et ensuite tout ça sera soumis en commission d'investiture quand même.
au niveau national. Donc vous êtes candidate aux européennes à la 20e place Ouais. sur la liste pour les européennes. Vous allez conserver votre mandat. Pourquoi faire? D'abord, Pourquoi qu'est-ce que vous avez fait pendant votre mandat et quel est votre programme? Vous me posez plusieurs questions. J'ai Deux conservé questions. mon mandat, non, 3, 4. J'ai conservé mon mandat au conseil régional et j'ai avec beaucoup de regrets laissé mon mandat de conseil municipal pour plusieurs raisons. Il était quand même plus agréable de siéger au conseil municipal qu'au conseil régional. Premièrement. Deuxièmement, parce que les conseils municipaux de métropole se déroulaient le mardi ou le mercredi, et que ces jours-là, j'étais systématiquement en session à Strasbourg ou en commission à Bruxelles. Donc il a fallu que je fasse un choix, et je voulais pas jouer la carte de l'absentéisme. Est-ce que je peux vous interrompre? Ou si vous voulez. C'est quand même moyen. C'est quand même moyen parce que vous êtes plus proche du pays et en fait vous préférez aller siéger en Europe. Non, ça n'a rien à voir. Je vous réponds sur un sujet, vous continuez sur l'autre. Non, je vous ai dit, on a une certaine idée de l'Europe. Je sais bien que je suis dans l'Europe et j'aime cette Europe, mais elle ne correspond absolument pas. D'abord, elle est en train de s'autodétruire. Hein. Le système, je veux dire, est en train de faire long feu. Il y a beaucoup de choses à faire et à changer impérativement, et notamment la souveraineté des nations, la liberté, le respect des peuples et de la voix du peuple. Et ces voix se soulèvent de plus en plus nombreuses à travers l'Europe et aussi en France. Donc c'est parce que nous avons une belle idée de l'Europe que nous avons envie de la faire changer, et c'est pas en laissant la chaise vide ou en ne siégeant pas qu'on va faire bouger les choses, au contraire. Et là je pense que ça correspond véritablement à ce qu'une majorité de Français pensent. 72% des Français sont mécontents du fonctionnement des institutions, à commencer par la Commission, qui, contrairement à ce que certains pourraient dire ou faire croire, n'est pas élue. Elle est désignée. M. Juncker et ses amis sont désignés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la il faut être majoritaire, il faut aller en commission, il faut travailler, il faut faire bouger les choses. Et notamment la Commission devrait avant tout être un secrétariat, on va dire, mais en aucun cas avoir l'exclusivité de l'exécutif et du législatif comme elle l'a aujourd'hui. Et oui, j'ai travaillé à l'Europe. Vous avez fait quoi? Au Parlement européen. Vous avez fait quoi? Quel est votre quel est ce dont vous êtes le plus fier? J'étais en commission INTA d'abord, commerce international. J'ai pris la suite donc de Marine qui a laissé cette place puisqu'elle a été élue. Enfin, j'ai pris la suite de Louis Alliot, mais j'ai pris la suite de Marine en commission internationale puisque tous deux ont été élus à l'Assemblée nationale. Commerce international traite évidemment du sujet des accords de libre-échange, en grande majorité. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les accords de libre-échange, qui sont une imposture et qui sont en train de nous entraîner vers une spirale pratiquement mortelle à tout point de vue. Que ce soit pour nos filières agricoles, d'élevage, nos entreprises, les délocalisations. Il est question aussi de travailleurs détachés. Il est question aussi j'aime bien prendre une image pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un accord de libre-échange. Vous arrivez, vous faites venir des quatre coins du monde des produits à bas coût, vous les balancez sur le marché, vous faites crever les filières agricoles, vous faites crever les industries, et puis vous leur expliquez que moyennant quoi, ils auront des petites parts de marché, enfin des parts de marché avec le Japon ou la Chine. Vous oubliez au passage de leur dire que c'est les gros qui en profiteront. Vous oubliez aussi leur dire que en fait personne n'en profitera et ça sera vraiment à la marge. Vous rajoutez une bonne dose de technocratie, du Juncker, de la Commission, des députés LR ou PS qui sont quand même toujours prêts à voter ces accords de libre-échange. Vous assaisonnez bien avec des lobbies, et puis vous avez un accord de libre-échange où vous vous retrouvez à importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande, cloné, du saumon transgénique du Canada avec le CETA, du poulet à la ractopamine d'Amérique du Sud, et tout ça dans des conditions qui sont interdites, notamment et heureusement en France et en Europe, et alors même qu'on impose des normes draconiennes à nos producteurs. Voilà. Donc ça motive bien les gens à aller voter, ça. Ben oui, il faudrait surtout qu'ils le sachent. Hein. Je le dis souvent, hein, on ne le sait pas encore, l'Europe ça paraît loin, et je dis tous ceux qui
impacte notre quotidien aujourd'hui et jusque dans notre assiette, voyez-vous, et pas seulement économiquement, socialement, etc., a été décidé par l'Europe hier, et tout ce qui va impacter notre santé, nos filières, nos traditions, nos terroirs demain, est en train de se discuter aujourd'hui. On comprend pourquoi les Anglais ont voulu partir. Oh, il y a bien d'autres raisons, mais Il y a quoi comme autre raison? cet aspect coercitif, et il y a cet alignement, il faut quand même ne pas nier la réalité de l'Europe aujourd'hui. C'est Madame Merkel qui tient ça d'une main de fer, parce qu'on parle de l'industrie automobile. Alors, vous me disiez de quoi j'aurais pu être fier d'une résolution que nous avons déposée au Parlement pour demander au Conseil à ce qu'il refuse à la Commission la possibilité de négocier avec les États-Unis. Et ce que j'avais réussi à intégrer dans cette résolution, c'est des conditions sine qua non. Pas de négociation tant que nous n'aurons pas de certitude sur tel ou tel sujet. Et notamment, j'avais demandé à ce que l'agriculture soit exclue des négociations. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont toujours importants. Bon, après, le Conseil s'est assis dessus. La Commission fait ce qu'elle veut de toutes les manières. Et on va relancer les négociations avec les États-Unis, avec le gaz de schiste, le soja aux OGM, etc. Et tous ces accords ont été validés notamment par les LR. Hein. Moi, les députés français LR en commission, quand il était question de négocier ce sujet-là, étaient absents le jour du vote. Et même, ils ont fait même mieux, non seulement ils étaient absents, mais ils avaient donné, on va dire, procuration, ils avaient donné mandat, ils avaient laissé leur place à des députés allemands qui ont évidemment voté aux intérêts de l'industrie automobile allemande et au détriment de nos secteurs d'activité. En 3 mots, quelle est votre définition de l'Europe? En 3 mots, celle que je voudrais ou celle qu'on subit? Votre définition de l'Europe telle qu'elle est actuellement? Technocratie, immigrationniste et mondialiste. Pourquoi Marine Le Pen travaille-t-elle à rassembler les partis européens populistes? Parce que c'est le jeu. Pourquoi? Parce que les peuples que vous qualifiez de populistes, qui sont des peuples qui aspirent à autre chose que ce qu'on leur impose aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux. Je siège, moi, au sein de Europe des Nations et des Libertés, qui est un groupe politique qui a été créé au sein du Parlement. À côté de ça, vous avez ALDE, vous avez plusieurs groupes, et vous avez aussi le PPE, qui regroupe les LR français, la droite allemande, etc. Vous avez les sociaux et démocrates qui regroupent une partie, la gauche, puis vous avez le groupe des Verts, la GUE, etc., et l'ultra-gauche. Donc, au sein de l'Europe, du Parlement, il y a des groupes qui englobent les familles politiques au sein d'un mouvement. Et donc, jusqu'à maintenant, à ENL, nous avions des Polonais, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, des Anglais. Nous avons des Anglais, nous avons notamment le responsable du UKIP aussi avec nous encore. J'en oublie évidemment. Et la marine est en train de faire le tour, parce que nous avons des Tchèques qui veulent nous rejoindre, qui n'ont pas encore d'élus, des Slovaques. Nous avons de tous les pays européens des personnalités qui émergent et qui vont être élues et qui ont demandé et qui veulent discuter avec nous pour faire une grande alliance des nations européennes, mais qui soit respectueuse de la souveraineté des peuples, de la liberté des peuples et de la volonté des peuples. Aujourd'hui, ces droites extrêmes où ça ne sont pas regroupées au sein du Parlement européen? Non, d'abord, on ne va pas se fâcher là-dessus, mais moi je ne me qualifie pas de droite extrême. Mais non, comment ça, je comprends pas. Il y a le centre, il y a la droite. Il y en a plein. Il y a l'extrême droite. Vous qualifiez comment? Droite, mais encore ni droite ni gauche. On va dire populaire. Droite populaire. Ouais. C'est le qualificatif qui vous sied. En tout cas, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas d'extrême. Je ne me qualifie pas d'extrême droite. Je suis patriote, moi. D'accord. Donc, j'en étais où, là? Est-ce que Marine Le Pen veut donner raison au président Macron, là, qui voit dans cette élection un affrontement entre
les nationalistes et les progressistes. Progressiste, je ne qualifierais pas non plus. Je crois que M. Macron, en tout cas, ferait bien de faire réellement une campagne, de mettre son programme sur la table, de discuter véritablement de son projet pour l'Europe, parce que jusqu'à maintenant, il a détourné le sujet. On n'a pas encore vraiment abordé les préoccupations des Françaises et des Français. Je crois qu'il se trompe. De toute façon, on va pas les aborder. En même temps, quand chacun aura donné son programme, on pourra peut-être véritablement parler. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le projet que nous avons va à l'encontre de tout ce que nous subissons depuis des décennies, droite et gauche confondues, parce qu'ils altèrent, parce qu'ils se partagent les postes de présidence, de commission, etc. C'est la même voix qui parle depuis 30 ou 40 ans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette élection, les résultats de cette élection, si nous continuons dans cette dynamique et que nous faisons véritablement entendre la voix du peuple aujourd'hui, enfin en tout cas le 26 mai, puisque c'est un scrutin à un seul tour et la proportionnelle, et donc nous serons dignement représentés, ça sera aussi, il y aura un deuxième effet, c'est-à-dire d'exprimer clairement à M. Macron que les Français n'en peuvent plus et ne veulent plus de sa politique. S'il devait passer devant et s'il devait être le premier, ça serait une façon de valider sa politique. Et à mon avis, c'est un rouleau compresseur qui va s'engager. Et je pense que les retraités, je pense que les entreprises, je pense que les Français en général, gilets jaunes ou pas, auront beaucoup de soucis à se faire. 33 listes, là, ça favorise pas un peu les grosses listes? Non, c'est très compliqué le système. Et en fait, tous ceux qui n'arriveront pas à passer la barre des 3% ou 5% ne seront pas évidemment représentés, mais leur voix finalement se désagrège. Et en fait, chaque député sera élu en fonction du nombre de voix que le mouvement aura obtenu. Mais à la proportionnelle. D'accord. La droite nationale est un espace très concurrentiel aussi. C'est-à-dire ? Je crois qu'il y a 4 listes. Lesquelles ? Je peux pas vous les dire. Vous voyez bien. Moi j'en vois qu'une. Bon, non, mais c'est pas une question personnelle, c'est une question. Non, je sais bien. Oui, mais parce que vous en voyez qu'une. Non, mais parce que je pensais que vous alliez. Non, mais comment il s'appelle l'autre là, celui qui décroche les drapeaux là. Il a pas monté une liste là. Celui qui a décroché le drapeau de l'Europe. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a une vidéo qui était virale. Dupont-Aignan ? Non, je sais pas. Philippot, voilà. Ah, Philippot, il a décroché le drapeau, ça m'avait échappé, ça. Ah oui, jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Strasbourg, apparemment. Donc, oui, il y a 4 autres listes de droite, populaire et nationale. Bon, en tout cas, le mouvement que je représente, à mon avis, représente largement les Françaises et les Français. Je ne vois pas forcément une coloration politique. Par contre, je vois une sensibilité évidente et dominante, c'est le patriotisme et c'est la volonté de faire entendre sa voix. Et il faut vraiment admettre, il faut vraiment tout le monde, je vous dis, ça impacte notre quotidien, à moyen et à long terme, c'est délétère et terriblement dangereux pour nos pays. Mais surtout, il y a un fonctionnement qui est totalement antidémocratique. Antidémocratique, il faut absolument faire changer les choses. La question migratoire est-elle un enjeu de cette élection ? Évidemment. Pourquoi personne n'en parle ? D'ailleurs, je suis peut-être passé à côté, mais c'est un des éléments essentiels qui ont déterminé le choix des Anglais dans le Brexit. Et c'est la morgue et le mépris avec lequel leur a répondu la Commission et l'institution elle-même qu'ils ont fait le choix de quitter l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas l'Europe. Et quand j'entends M. Wauquiez ou les uns ou les autres parler, se déterminer sur une politique migratoire, les LR ont systématiquement voté tout ce qui était relocalisation, quotas de migrants, etc. Donc il y a véritablement une autre politique à aborder en matière d'immigration. Pourquoi l'Union européenne a une politique immigrationniste et les Français n'en veulent plus, n'en peuvent plus, et les autres pays européens non plus. La Hongrie, la Pologne
sont condamnés, on a essayé de les sortir, en tout cas de leur enlever, c'est-à-dire on prend leur argent, mais on leur enlève tout pouvoir ou la possibilité de parler, simplement parce que leur peuple ne veut plus d'immigration, ils bloquent leurs frontières, et là l'institution leur tape sur les doigts et leur dit bah, maintenant vous n'avez plus droit au chapitre. Faut arrêter quand même. Si cette Union européenne doit se faire contre les peuples, il faut changer le système. Pourquoi, Nous prenons... Oui, après vous allez dire que je parle tout le temps. pourquoi l'Europe ne mobilise pas pour les élections? Mais parce que je vous dis, ça paraît très très loin. Non, mais il pourrait y avoir des affiches en disant votez pour l'Europe. Voilà les réalisations qu'on a fait à Montpellier, ici en Occitanie, dans l'Hérault. Voilà, je sais pas, l'Europe, c'est très loin, comme vous dites. Mais bon, au niveau communication, c'est peanuts. Mais c'est pas avec l'argent public qu'on va faire de la publicité pour l'institution. Si on parle d'argent, je vais vous dire, par exemple, sur les 700 millions qui auraient dû être versés sur la région, je vais dire entre guillemets par subvention FEADER par l'Europe, il y en a 3% qui ont été distribués parce que l'État et la région ont été incompétents et n'ont pas su répartir et délivrer les subventions. Ah bah, il s'est perdu dans les tuyaux, il est ailleurs. C'est fini, de 2014 à 2020, c'est fini, premièrement. Deuxièmement, quand vous dites, 3% de l'argent deuxièmement, vous dites l'argent de l'Europe, oui, 3% des subventions FEADER qui ont été dépensées. Alors que l'argent a été... oui, vous pourrez vérifier, ou alors lisez mes communiqués de presse. Mais deuxième élément, quand vous dites l'argent de l'Europe, c'est pas de l'argent de l'Europe, hein. Ça fait partie des 21 milliards que les Français ont versés à l'Europe. On donne 21 milliards par an, et l'Europe ensuite redistribue entre tous les pays, et nous en reverse une bonne partie, autour de, on va dire dernièrement de 12 milliards, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Mais le reste, il y a 9 milliards qui nous échappent. Depuis que l'Europe existe, on a pratiquement versé 100 milliards à l'Europe, mais qui ne sont jamais revenus chez nous. Et quand on dit l'Europe a payé, etc., l'Europe a payé. Je veux dire, vous me donnez votre porte-monnaie et puis je vous offre une glace si vous voulez. Ben ça participe à la redistribution européenne. Mais oui, mais alors à ce moment-là, ne faites pas croire que l'Europe paye. C'est le contribuable qui paye. Et le problème, c'est que sur l'essentiel de ces dépenses, et notamment dans la politique immigrationniste, les aides qui sont faites, eh bien ça ne convient pas du tout, ça ne correspond pas aux attentes des Françaises et des Français. La politique agricole commune, évidemment, ça fait peur quand on parle de ça, parce qu'on dit oui, mais après, si il n'y aura plus d'argent, si, il y aura une politique agricole française, et depuis qu'elle existe, quand même, les grosses exploitations ont pris le pas, et tout ce qui est exploitation familiale, ou les exploitations à taille humaine, avec des normes et des normes concernant les animaux, concernant les produits, etc., sont respectées, tout ça a disparu. Est-ce que la forte abstention favorise le Rassemblement national? Non. Non, parce que, enfin bon, je sais pas, on va pas parler de politique politicienne. Je pense justement que c'est très 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 important de se mobiliser, parce que ce désintérêt pour l'Europe, ou cette colère face à l'Europe, est le principe aujourd'hui en France, vous voyez, avec 11 millions de voix, 11 millions de voix quand même, 8 députés pour le Front National. Il y a un système qui fait que, voilà, il y a une certaine un désintérêt, ou en tout cas des appointements. Mais il faut absolument que les Françaises et les Français se mobilisent, parce que là, véritablement, le système à la proportionnelle nous permet d'être représentés à notre juste valeur. Mais c'est vrai que les eurosceptiques auront plutôt tendance... J'espère pas. Vous dites que je comprends mieux. Donnez-moi 3 raisons, s'il vous plaît, pour voter pour l'Europe dans un parti qui est plutôt contre l'Europe. Ou pour une Europe différente. Une Europe différente. Mais enfin, vous étiez avant contre l'Europe. Vous êtes passé de contre l'Europe à maintenant une Europe différente. On l'a toujours dénoncé de la même façon. 3 raisons. C'est le système. 3 raisons. Souveraineté, localisme, parce que moi je veux un peu midi à ma porte, parce que je pense qu'il faut absolument recentrer nos productions, réindustrialiser notre pays, etc. Qu'est-ce que j'ai dit? Souveraineté, localisme, liberté.
En désignant Joan Bardella, le RN fait... Jordan. Jordan, excusez-moi. Joan Jordan. Jordan. Bon. Le RN fait-il place aux jeunes? Il a toujours fait place aux jeunes et il a toujours fait place aux faibles, le RN et le FN. Avez-vous lu le dernier livre de Robert Ménard? Non. Allez-vous le lire? Peut-être, oui. J'ai pas mal de choses à lire, oui. Oui. J'ai pas mal de livres à lire. J'ai d'ailleurs un livre de Gollnisch, un livre de la Tocquenay, j'ai pas mal de bouquins. Est-ce que sa stratégie d'union des droites est compatible avec celle du RN? Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas quelle est sa stratégie. Non, enfin, vous savez que, non, je ne l'ai pas lu, mais il a une stratégie qu'il déclame depuis longtemps sur l'union des droites. Est-ce que c'est favorable est-ce que c'est compatible avec celle du RN? Nous, on a toujours prôné l'union, on a toujours été ouverts. Robert Ménard le sait, puisque nous l'avons même soutenu alors qu'il n'était pas au Rassemblement national et nous avons largement contribué à sa victoire. On n'a jamais eu de clivage ou de blocage à ce niveau-là. Et Marine, enfin, on a même aussi fait l'ouverture sur cette campagne, sur cette liste. Dans le grand débat, il y avait plusieurs choses. M. Mariani, on a M. Maître Garot, on a pas mal de personnalités qui sont vous avez récupéré. Quoi récupérer? Ben oui, vous avez récupéré. C'est pas. Ils se sont ralliés. C'est pas insultant. Oui, c'est pas insultant, récupérer. Je sais pas. La récupération. Oui, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le grand débat, il y avait le RIC, il y avait la reconnaissance du vote blanc, du vote obligatoire, baisser le seuil de signature pour le référendum partagé. Qu'est-ce qui vous intéresse au niveau avancée démocratique dans toutes ces choses-là? Mais je crois que les propositions qui ont été faites ne correspondent absolument pas à ce qu'attendaient les Français. Je pense qu'il y a aussi quelques impostures et des effets de langage, des éléments de langage, mais qui sont trompeurs. Je pense que ce qui aurait convenu aux Françaises et aux Français, déjà, c'était une des premières revendications, ça aurait été de baisser déjà le prix de l'essence, de prendre en considération toutes ces problématiques. Ne pas fermer d'hôpital, ça ne veut pas dire ne pas fermer de service. C'est quand même assez pervers et pernicieux comme sémantique. Donc je ne crois absolument pas à ces fausses promesses. Et je pense qu'il aurait déjà pu commencer par là. Vous savez, j'en reviens toujours là, quand on parle des accords de libre-échange, ces accords qui sont faits avec des pays du monde entier, 116 accords de libre-échange, 116 traités commerciaux, avec des pays qui ne respectent souvent rien, hein. Ni les droits de l'homme, ni les droits de la femme, ni les droits de l'enfant, ni les droits syndicaux, ni la liberté de la presse, et qui sont quelquefois des paradis fiscaux, parce que le commerce n'a pas d'ennemis. Mais faire venir l'agneau de Nouvelle-Zélande, dans une région comme la nôtre quand même, hein, ça se fait par des cargo-containers. Il y en a plus de 50 000 à travers le monde qui tournent. Un seul cargo-container consomme autant que 50 millions de voitures en un an. Donc, il faut quand même un petit peu relativiser. 50 millions, peut-être pas quand même. C'est 50 millions de voitures. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait 20 ou 30 Vous avez km. vu le nombre de cargo-containers qu'il y a sur les mers? 50 millions de voitures, c'est... Oui, oui. Donc, voilà. Donc, vous montrez du doigt celui qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, déposer les enfants à l'école, aller faire ses courses, revenir, etc. Parce qu'il n'y a plus de transport en commun, parce qu'il n'y a plus de maillage ferroviaire, etc. Et vous faites venir du bout du monde des produits... Et pour l'agneau pascal, mauvais produits, on va dire. Il va acheter un gigot d'agneau avec un bilan carbone catastrophique. Ben oui. Et souvent, et avec la Nouvelle-Zélande, un agneau cloné, nourri aux OGM. Bon, autre chose là qui doit vous plaire, à Castelnau, là, vous avez vu la polémique, là, on a installé 2 chapiteaux pour les prières du Ramadan. J'ai pas vu ça. Vous avez pas vu ça? Lire la Glorieuse plus souvent. Mais oui, il faut lire la Glorieuse. Donc ça vous inspire quoi, ça? Et c'est quoi, donc 2 chapiteaux? 2 chapiteaux, oui. Pour organiser... Je ne sais pas par qui c'est payé, je ne sais pas dans quelles conditions c'est fait, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, je n'en ai pas parlé, mais il y a une problématique sur le fondamentalisme qu'il faut absolument traiter. Et la faiblesse et laisser faire, ça n'est pas forcément une bonne solution. Cela étant, je ne sais pas qui organise ça, dans quelles conditions, à quel prix, voilà.
Voilà, donc on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. J'ai cru qu'il n'y en avait qu'un. Ben, il y a toujours une Il y seule en a question. deux. Il y a deux questions. Attendez, je suis. J'ai pas de lunettes. Je voulais que je vous le lise. Non, vous J'ai dites écrit en n'importe gros. quoi. J'ai écrit en gros. Quel remède pour la démocratie malade? Votez Rassemblement national nombreux le 26 mai Oui, non, mais 2019 pour être dignement représenté au Parlement européen. À partir de ce moment-là, nous arrivons à créer un grand mouvement au niveau de l'Europe. Nous arrivons à faire changer les choses. Et croyez-moi que la confiance reviendra et que les Français reviendront aux urnes à partir du moment où ils verront qu'on peut aussi désigner des élus qui font ce qu'ils disent ce qu'ils font. Et je crois qu'il faut véritablement changer les choses. La politique ultralibérale de M. Macron est catastrophique. Elle est délétère pour les plus faibles, pour les retraités, pour les femmes célibataires, pour les ruraux, pour nos filières agricoles, pour nos producteurs, pour nos industries. Voilà, je crois qu'il faut absolument que ça cesse et que je crois que c'est un des éléments essentiels dont je voulais vous parler sur votre première question. Il faut absolument que la proportionnelle soit rétablie dans les élections, dans le mode de scrutin. Même avec une petite dose pour rattraper s'ils ont peur de... Je veux dire, je ne vois pas pourquoi le débat interférerait dans l'exercice démocratique des institutions. Très bien, je vous remercie.